Ave amis juristes, nous allons étudier les faits justificatifs et les causes d'irresponsabilité pénale. Alors, il y a globalement trois types de causes d'irresponsabilité pénale. Il y a les causes d'irresponsabilité pénale objectives, les causes subjectives et puis les immunités diverses. J'ai déjà parlé des causes subjectives d'irresponsabilité pénale dans ma vidéo sur l'élément moral de l'infraction. En résumé, il va s'agir des abolitions ou altérations de discernement, de la contrainte ou de l'erreur de droit. Alors, ces causes subjectives viennent supprimer l'élément moral de l'infraction. Et c'est pour ça qu'elles sont appelées subjectives. C'est pour ça que j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'élément moral. Pour les immunités diverses, c'est plus simple. Il s'agira tout simplement de l'immunité parlementaire, de l'immunité présidentielle, de l'immunité diplomatique, etc. Et puis, il y a les causes objectives d'irresponsabilité pénale, et ça sera l'objet principal de cette vidéo, puisqu'il s'agira des faits justificatifs, qui sont au nombre de 3. L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense et l'état de nécessité, que nous allons étudier tour à tour. Premier fait justificatif, l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Évidemment, la loi ne peut pas punir ce qu'elle ordonne, c'est du pur bon sens. Ainsi, un policier a le droit de violenter un individu qui est pris en situation de flagrant délit, ou bien même chaque citoyen a un droit d'arrestation en cas d'infraction flagrante. En fait, l'ordre de la loi, ça pourra être par exemple la violation du secret professionnel qui sera autorisée ou même ordonnée par la loi, dans certains cas. Il y a aussi un droit coutumier de correction des parents sur leurs enfants. Ou bien encore le droit de défoncer une clôture pour aller sauver quelqu'un, c'est évident, sinon on se rend tout simplement coupable de l'infraction d'omission de porter secours à une personne en péril. Alors bien entendu, quand on parle de commandement de l'autorité légitime, on parle de l'autorité légitime qui agit conformément aux principes reconnus par l'ordre juridique et dans les limites de ses compétences. On parle donc des autorités publiques, qui sont civiles ou militaires, mais qui sont publiques. Il n'y a pas d'autorité privée et de commandement de l'autorité légitime privée. Et puis, il y a une limite aussi au commandement de l'autorité légitime. Le subordonné n'est pas couvert par l'ordre de sa hiérarchie si cet ordre était manifestement illégal. Par exemple, ainsi en est-il d'un préfet qui demanderait à un colonel de gendarmerie d'incendier des paillotes sur la plage. Ça serait complètement fou. Deuxième fait justificatif, la légitime défense. Article 122-5 du Code pénal. La légitime défense est une hypothèse particulière d'autorisation de la loi. Il ne s'agit pas ici de faire justice soi-même, mais de faire police soi-même. La légitime défense est donc constituée de l'agression et de la défense. Tout d'abord pour l'agression, il va encore falloir distinguer l'objet de l'agression et les caractères de l'agression. Pour ce qui est de l'objet de l'agression, en fait, ça va être une agression... Non, ce n'est pas correct comme liaison. Pour l'objet de l'agression, en fait, ça va être une agression sur une personne ou sur un bien. Dans le cas de l'agression sur une personne, il pourra s'agir de la personne qui riposte, qui est agressée, ou bien une autre personne, et que la personne qui riposte veut défendre. Et il pourra la défendre d'une agression physique ou d'une agression morale. La légitime défense sera valable. Par contre, s'agissant des agressions contre les biens, la justification ne sera admise que si l'atteinte aux biens était de nature correctionnelle ou criminelle. Ensuite, pour ce qui est des caractères de l'agression, il y en a 2 à considérer. Il faut pour se défendre légitimement que l'agression soit injuste et qu'elle soit actuelle ou imminente. Le caractère injuste d'une agression, ça concernera tout simplement les cas où l'agression n'est pas juste ou justifiée. Par exemple, si vous vous débattez face à des policiers, ça ne sera pas de la légitime défense, sauf si le policier a agi de façon manifestement illégale. Par contre, vous aurez le droit de vous défendre face à qui d'un moyen ou même à un dément. Et puis, il y a le caractère actuel ou imminent de l'agression. Effectivement, si votre réaction a lieu après l'agression, ça ne sera plus de la légitime défense, ça sera de la vengeance et vous serez pénalement responsable. De même, le fait de fabriquer un piège pour protéger ses biens est accepté seulement si le piège est proportionné. Ainsi en était-il de l'affaire où une personne qui en avait marre d'être cambriolée avait piégé le transistor d'un appareil électronique qui avait ensuite explosé à la tête du cambrioleur. La légitime défense doit en tous les cas être vraisemblable, c'est-à-dire que le bonus pater familias, le bon père de famille, placé dans la même situation, se serait lui aussi cru attaqué et aurait réagi de la même façon. Nous avons vu l'agression, son objet et ses 2 caractères, et nous allons maintenant voir la défense, qui elle aussi comporte 3 caractères. La défense doit être intentionnelle,
nécessaire et proportionné. La légitime défense est nécessaire lorsqu'il n'y avait pas d'autre solution. L'auteur de la riposte n'avait pas d'autre choix. Et la fuite n'est pas considérée comme un choix par la jurisprudence, elle n'est pas érigée en obligation légale, il n'y a pas d'obligation de fuir face à une agression, donc on peut, en tous les cas, se défendre. La légitime défense est proportionnée lorsque la riposte est proportionnée à la gravité de l'infraction qu'on pouvait légitimement craindre. Ainsi, on peut attaquer à l'arme à feu ou à l'arme blanche une personne qui s'est introduite par effraction dans notre domicile parce qu'on peut légitimement craindre pour sa propre vie. Il a même été admis la légitime défense dans le cas où une personne avait tiré à l'arme à feu sur une autre personne qui se trouvait sur une échelle en train d'escalader le mur du domicile parce que la personne pouvait légitimement craindre pour sa vie à la suite de l'introduction dans le domicile. Mais si jamais vous tirez à l'arme à feu sur une personne qui se trouve dans la cour, par exemple, et qui n'a pas encore commencé à escalader votre domicile sur une échelle, eh bien, vous n'avez pas le droit de lui tirer dessus. Cela dit, la cour d'assises étant composée de jurés est généralement assez généreuse s'agissant de la légitime défense contre les atteintes aux biens. Et on retrouve cette générosité de la cour d'assises pour le troisième élément, le caractère intentionnel de la défense. Effectivement, l'infraction commise en défense doit avoir été intentionnelle. Et c'est justement toute l'astuce de l'affaire Legras, l'affaire qu'on avait vue tout à l'heure avec la victime de vol incessant qui avait piégé un transistor pour tuer le voleur. En fait, il avait dit exprès que c'était intentionnel. Et du coup, il n'était pas en tribunal correctionnel, mais il est passé en cour d'assises devant les jurés. Les jurés qui l'ont acquitté grâce au concept de légitime défense. Car oui, il n'y a pas de juré devant le tribunal correctionnel. Et donc, s'il avait dit qu'il n'avait pas voulu tuer le voleur, il se serait tout simplement retrouvé condamné pénalement pour homicide non intentionnel. Pour ce qui est de la preuve de la légitime défense, on pourrait s'attendre à ce que la présomption d'innocence fasse que le ministère public doive la prouver. Et pourtant non, c'est à celui qui invoque la légitime défense de prouver qu'il était bien en situation de légitime défense, sauf dans les cas de présomption de légitime défense. La présomption de légitime défense est une présomption réfragable. Ce sera par exemple le fait de repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou se protéger d'un vol avec violence. Troisième fait justificatif, l'état de nécessité. Article 122-7 du Code pénal. Article qui consacre l'état de nécessité lorsqu'une personne se trouve dans la nécessité de commettre volontairement une infraction préjudiciable à autrui pour échapper à un péril qui la menace. Le péril doit revêtir 3 caractères, il doit être actuel ou imminent, injuste et imprévisible. Donc le péril doit être d'abord actuel ou imminent, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire face à un danger vague, hypothétique. Ce sera par exemple là un médecin qui va brûler un feu rouge pour sauver un patient. Le péril est injuste s'il n'est pas imposé par la loi, bien entendu. Ainsi, le soldat ne peut pas déserter juste parce que sa vie est en danger. Enfin, le péril doit être imprévisible, c'est-à-dire que l'agent ne doit pas s'être mis lui-même dans la situation de nécessité, bien entendu. Nous avons vu le péril, et maintenant il va falloir se pencher sur l'acte justifié par ce péril. Alors, l'acte sera justifié par le péril s'il est nécessaire et proportionné. Nécessaire, c'est-à-dire que la commission de l'infraction était l'unique moyen de pallier le péril, et proportionné, c'est-à-dire qu'il a permis de sauvegarder un intérêt équivalent ou supérieur à celui sacrifié. Il y a peu de cas de jurisprudence sur l'état de nécessité, mais on connaît par exemple la célèbre affaire du radeau de la Méduse, avec des naufragés qui avaient dû se manger entre eux pour pouvoir survivre. Enfin, maintenant que nous avons vu les 3 faits justificatifs admis en droit pénal, il est intéressant de se pencher sur le 4e fait justificatif qui n'en est pas un, le consentement de la victime. En effet, le consentement de la victime n'est pas réellement un fait justificatif. Déjà parce qu'il ne fait que faire disparaître l'infraction dans les cas où celle-ci est inconcevable dans sa matérialité si la victime a consenti. Donc là, ce sera surtout pour les infractions contre les biens. Si jamais la victime a consenti à un vol, dans ce cas-là, il ne s'agira plus d'une infraction pénale de vol, puisque si elle a consenti, c'est plus un vol, c'est un don. Et puis, dans les infractions contre les personnes, le consentement de la victime n'est pas admis parce qu'on ne protège pas la victime, on ne protège pas seulement la victime, on protège aussi la société. En ce sens, il y a l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de 1937 sur les stérilisés de Bordeaux. Il y avait eu des opérations de vasectomie sur des personnes consentantes. Puis il s'était ravisé, avait porté plainte contre le chirurgien, et il avait été admis que le consentement des victimes n'était pas justificatif, et que le chirurgien était responsable pénalement de l'infraction de mutilation sur les victimes.
Et c'est ainsi que se termine l'étude des faits justificatifs et des causes d'irresponsabilité pénale, et ce faisant, l'ensemble de mon cours sur le droit pénal général. Je vous invite à aller voir à présent mes autres vidéos sur l'actualité juridique ou sur d'autres matières du droit. Merci, à bientôt, la séance est levée.